Bonjour et bienvenue dans ce podcast Destination Amérique du Sud, l'émission qui vous fait voyager depuis chez vous. Toute l'équipe des agences Voyage Exception et moi-même sommes ravis de vous faire découvrir l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou et le Paraguay. Au travers des 4 rubriques de ce podcast, nous vous donnons un aperçu des merveilles à explorer de ces destinations. Dans ce nouvel épisode, nous vous emmenons contempler les spécificités des minéraux de la région d'Atacama au Chili. Puis, c'est Claire qui nous parlera du tango argentin et de son histoire. Nous recevrons ensuite Anaïs, membre de l'équipe de Voyage Exception, pour parler de la région de Valdivia, dans le sud du Chili, avant de conclure en culture, comme à notre habitude. Mais commençons cet épisode par un peu d'évasion, avec notre carnet de voyage, et ce mois-ci, nous suivons Anne, qui nous guide à la rencontre des plus belles sculptures géologiques du désert d'Atacama. Bonne écoute! Au Chili, s'il y a bien une région où l'on peut prendre conscience et comprendre ce qu'est la Terre dans toute sa dimension, c'est bel et bien celle de San Pedro de Atacama. Ce lieu fourmille de formations géologiques et l'expression tellurique va du plus petit cristal aux paysages les plus grandioses. Au cours de ce voyage, nous vous emmènerons connaître divers paysages, depuis se tailler dans la roche à se colorer et dessiner par les minéraux, en passant par ceux révélant la résistance des pierres face aux éléments. Enfin, nous irons nous émerveiller devant des morceaux d'espace venus sur Terre. La gorge du diable. Ce matin-là, nous nous dirigeons non loin du village de San Pedro. Nous prenons le chemin vers Catarpe. Dans un premier temps, nous passons les ruines du Pucará de Quitor, puis nous traversons à plusieurs reprises la rivière San Pedro. Un peu plus loin, notre guide prend sur la droite et nous découvrons alors l'entrée d'un canyon. Nous voilà devant la gorge du diable, connue ici sous le nom de Quebrada ou Garganta del Diablo. Nous continuons cette fois à pied dans ce chemin qu'il est aussi possible de parcourir à vélo. Le chemin, creusé par l'érosion, devient alors sinueux entre ces deux falaises d'argile. À chaque virage, c'est une nouvelle découverte. La quebrada nous attrape et nous envoûte. Nous voulons continuer, ne nous lassons pas de ce détal de roches. Et tout au bout de cette balade longue de 3 heures environ, se trouve, perchée sur la colline, la petite chapelle blanche de San Isidro. La vallée de l'Arco Iris. Pour voir la vie en couleur, à San Pedro de Atacama, c'est simple. La vallée de l'Arco Iris, ou vallée de l'arc-en-ciel, est sans conteste le lieu à visiter. C'est Francisco, notre guide, qui nous y a conduits et qui nous aide à déchiffrer ce paysage plus qu'envoûtant. Cette mosaïque de couleurs est digne de faire rougir de jalousie les palettes des plus grands peintres. Entre formes et teintes, nous sommes là devant ce qui est sans contexte une œuvre de la nature. Libre à chaque imaginaire d'y voir une pieuvre, un éléphant ou toute autre ressemblance avec un animal. Pour comprendre ce paysage extraordinaire, nous nous intéressons à la formation de la vallée qui s'est réalisée en plusieurs étapes. La couleur la plus présente est cette ocre rouge de l'argile issue de l'érosion, de la formation et de l'oxydation de cendres et des roches volcaniques. Cette couleur chaude contraste avec des zones blanches. Celle-ci témoigne qu'une fraction d'océan s'est retrouvée là, isolée. En effet, diverses éruptions ont donné naissance notamment au cordon de Lila, au sud, à la cordillère de la Côte, puis à la cordillère de Domeico, à l'ouest, déplaçant ainsi les masses d'eau. Et puis, il y a cet incroyable vert. On pourrait y croire qu'il s'agit là de l'oxydation de cuivre, mais il n'en est rien. Ce sont des roches intrusives, c'est-à-dire des roches qui se sont solidifiées avant d'atteindre la surface. Encore en profondeur, en présence d'eau et sous l'effet de la pression, se sont formés peu à peu des cristaux d'épidote et de chlorite. Nous restons un long moment à nous émerveiller devant ce paysage haut en couleurs. Juste avant de partir, 3 ânes, sauvages, curieux, viennent nous saluer.
la Caldera de la Pacana et ses moines. À la limite entre le plateau andin et la Puna argentine, au point de rencontre de l'Argentine, de la Bolivie et du Chili, se trouve la Caldera de Pacana. En géologie, les calderas sont des témoins des plus grandes éruptions volcaniques. Suite à l'évacuation du magma en surface, l'espace laissé vide sous terre crée une instabilité et le sol s'affaisse alors. La Pacana, cette structure d'effondrement, couvre une superficie de 6000 km², c'est-à-dire l'ampleur de l'éruption. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes calderas du monde. Le volume de matière dégagé serait de 2500 km3. Situé en moyenne à une altitude de 4200 à 4500 mètres, ses points les plus hauts atteignent plus de 5000 mètres. Mais la caldeira est tellement grande qu'une fois sur place, il est difficile de se rendre compte qu'on est en son cœur. Cependant, et c'est là toute la beauté de l'excursion, c'est en s'y rendant que l'on découvre les sculptures iconiques du désert d'Atacama. Ce sont les fameux moines de la Pacana. Uniques devant l'éternité, ces roches dressées comme un seul homme au milieu d'une immensité désertique témoignent du temps et des vents qui passent. Le centre de la caldeira était auparavant rempli de matière friable et mobile. Celle-ci, emportée par les vents et les pluies, a dévoilé petit à petit une série de sculptures faites de roches plus solides. Ainsi sont nés les moines de la Pacana. À dire vrai, ces géants de pierre impressionnent. Au milieu de cette étendue vide à perte de vue, ils offrent une vision d'irréel dans un paysage aux allures extraterrestres. Le musée de la météorite. C'est un petit musée qui, d'extérieur, paraît sans prétention, et pourtant. Sous ce dôme, couvert de sable, situé à 5 minutes à peine de la place de San Pedro, se trouve un condensé de connaissances et une redécouverte assurée de l'histoire des planètes à travers l'observation d'une collection importante de météorites. La visite, qui dure environ 1h30, entre audio-guide et temps de parole, est un détour plus qu'intéressant qui change le regard de tout un chacun. Après cette révélation, à chaque sortie, à chaque arrêt dans le désert, chaque pierre observée prend alors une autre dimension et l'esprit, curieux, s'évade vers des pensées lointaines. Croyez-en mon expérience. Merci d'avoir écouté notre carnet de voyage. Passons à présent à notre rubrique Nulle part ailleurs, dans laquelle Claire nous parle du tango argentin. Le tango évoque en général une danse, une musique, une évasion à Buenos Aires, une élégance à l'Argentine. Et pourtant, saviez-vous que son histoire est liée à l'Europe à plus d'un titre ? On va tout vous expliquer. Tout d'abord, le tango naît à Buenos Aires à la fin du XIXe siècle. À cette époque, plus de la moitié des habitants de la ville sont des étrangers. Les communautés les plus importantes sont les Italiens, les Espagnols et les Français, mais il y a aussi des Suédois, des Allemands, des Croates et autres nationalités d'Europe centrale et orientale. Ces populations importent en Argentine des valses européennes comme la marzouka, la polka, mais aussi et surtout la valse, alors très en vogue en Europe. Par ailleurs, la part étrangère de la population de Buenos Aires compte également une communauté afro-américaine issue de l'esclavage. Celle-ci importe, elle aussi, des musiques et danses afro-caribéennes. Le tango désigne finalement dans un premier temps un ensemble de musiques et danses pratiquées par la communauté afro-américaine. Puis c'est au début du XXe siècle que ces danses se mêlent à celles qui ont été importées par les Européens, s'influençant et s'imitant mutuellement. De ce mélange naissent la milonga et le tango, qui sont des danses populaires dansées dans les quartiers défavorisés ainsi que dans les bordels selon la légende. Alors, comment le tango est-il passé des bas quartiers aux salons les plus prestigieux de la bourgeoisie rioplatense ? Il a fallu qu'il voyage une nouvelle fois en Europe, où cette nouvelle danse suscite un fort enthousiasme. Les jeunes hommes issus de la bourgeoisie initiés au tango lors de leur sortie dans la capitale argentine
ne pouvaient le danser avec les jeunes femmes de leur milieu à cause de sa connotation scandaleuse. C'est lors de leur voyage initiatique en Europe, et à Paris notamment, qu'ils l'exportent dans les années 1930. C'est là que, adopté et dansé dans les salons parisiens, le tango acquiert ses lettres de noblesse. C'est tout ce qui lui manquait pour être enfin accepté dans la haute société argentine et uruguayenne qui l'adopte à son tour. Et voilà, le tango est devenu la danse et la musique emblématique d'Argentine, tout en étant le résultat inédit d'un mélange de cultures et d'allers-et-retours entre l'Europe, l'Afrique, les Caraïbes et le delta du Rio de la Plata. Place maintenant à notre expert expat d'exception. Ce mois-ci, notre invitée est notre collaboratrice Anaïs Moreno qui répond à nos questions sur la ville de Valdivia et sa région. Bonjour Anaïs, comment vas-tu? Bonjour Marie-Lise, ça va, merci. Peux-tu commencer par te présenter et nous dire comment tu connais Valdivia? Oui, alors je m'appelle Anaïs Moreno, je suis franco-chilienne et je vis et je travaille à Santiago du Chili depuis 4 ans. Et je connais Valdivia parce qu'à la fin de mes études, j'ai fait un stage de 6 mois là-bas. D'accord. Et où se situe la région de Valdivia au Chili, exactement? Alors en fait, la région de Valdivia s'appelle la région des fleuves. Elle se situe dans le sud du Chili. Et en fait, c'est une région qui est assez jeune parce qu'elle a été créée en 2007. Avant, elle faisait partie de la région des lacs. Voilà. Et Valdivia, c'est sa capitale. Et donc en fait, cette région, elle est située entre l'Araucanie au nord et la région des lacs au sud. Voilà. Et Valdivia, c'est une ville qui se trouve au carrefour entre plusieurs fleuves, d'où le nom de la région, et près de la côte pacifique. Elle a son propre aéroport, l'aéroport de Pichoy, qui est situé à environ 1h20 d'avion depuis Santiago. Et c'est une ville qui est assez stratégique parce qu'elle est située à 150 km, environ 2h15 de route de Pucón, qui est une ville assez touristique, qui est la capitale un peu du trekking au Chili. Et aussi à environ 200 km, qui est l'équivalent de 2h20 en voiture, de Puerto Varas, qui est une autre ville que les gens aiment visiter parce qu'il y a des beaux panoramas, qui est au bord d'un lac, on voit des volcans, etc., qui, elle, est située dans la région des lacs. Ok, d'accord, super. Et quelle est l'histoire de cette ville? Alors, Valdivia, elle a été nommée comme ça d'après Pedro de Valdivia, qui était le conquistador espagnol qui a fondé notamment Santiago, la capitale, et qui a ensuite combattu le peuple mapuche pour continuer de conquérir le sud du pays. Et c'est dans ces circonstances, entre des batailles et pendant cette guerre, que Valdivia a été fondée en 1552 par les Espagnols. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a encore des forts et des tourelles qui ont été construites par les Espagnols à l'époque. Elle a connu des hauts et des bas, notamment un tremblement de terre en 1575 qui l'a détruite partiellement. Et elle a aussi été reprise par les Mapuches en 1599, qui l'ont détruite. Les gens qui y habitaient ont dû fuir et elle a ensuite été reconstruite peu à peu et elle a officiellement été refondée en 1647. Et puis bien sûr, elle est surtout connue pour avoir subi le plus gros tremblement de terre jamais enregistré. C'était en 1960 avec une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter. Et c'est un tremblement de terre qui a partiellement détruit la ville, surtout les bâtiments en béton qui étaient les plus récents et aussi certains vestiges laissés par les Espagnols au XVIe siècle. Et ce tremblement de terre a été suivi d'un maremoto, une sorte de raz-de-marée, qui a touché une bonne partie de la côte de la région, qui a endommagé les villages côtiers voisins et inondé une partie des terres. Et d'ailleurs, il y a encore des habitants qui disent que le paysage n'est pas encore comme avant le tremblement de terre. Il y a encore des zones inondées où l'eau continue de se retirer peu à peu, même 60 ans plus tard. Donc. Ok, Valdivia a vécu plein de choses alors. Elle est aujourd'hui reconstruite. La ville et la région attirent les visiteurs du Chili, mais aussi de l'étranger. Que peut-on faire et voir à Valdivia même? Alors aujourd'hui, les Chiliens aiment aller à Valdivia passer l'été, parce que c'est une ville agréable où on peut un peu s'échapper de la forte chaleur qu'on ressent à Santiago en été. Et puis aussi parce qu'ils recherchent son cadre naturel. C'est vrai que c'est une ville qui est entourée de beaucoup de nature. Comme je disais, il y a plusieurs fleuves qui se rejoignent à Valdivia. Donc plusieurs fleuves, ça veut dire qu'il y a beaucoup de quais, de zones qui sont au bord de l'eau. Donc ça fait pas mal de jolies promenades à faire le long des quais. Par exemple, on peut visiter la Isla Terra, qui est une île en fait triangulaire qui est située entre 3 fleuves différents, le Rio Pedro de Valdivia, le Rio Cruces et le Rio Caucau.
Et sur cette île, il y a le jardin botanique, il y a aussi d'autres parcs et des humedales, des sortes de marécages qui sont aujourd'hui des espaces protégés. Il y a aussi l'Université australe du Chili, qui est elle aussi entourée de forêts, de verdure, etc. Donc ça, c'est une jolie zone à visiter. Et puis sinon, près du centre-ville, sur le bord du fleuve, on peut se promener à la Feria Fluvial, qui est une sorte de marché fluvial, qui est ouvert tous les jours. C'est un marché où on trouve principalement du poisson et des fruits de mer, mais aussi des fruits, des légumes, des produits régionaux, comme le miel ou le fromage. C'est assez pittoresque parce que les poissonniers rejettent les morceaux de poisson au fleuve et ça attire les lions de mer qui sont un peu les mascottes de la ville. Et les gens aiment bien s'attarder à regarder les lions de mer qui se débattent pour attraper les morceaux que leur lancent les marchands de poissons. Je vois bien. Et puis un peu plus loin, toujours sur le fleuve, il y a le sous-marin, un ancien sous-marin, le O'Brien, qui est ouvert aux visiteurs. Donc ça, c'est un peu incongru. On se demande ce qu'un sous-marin fait sur les quais d'une ville qui est quand même pas située au bord de la mer. Et enfin, Valdivia est connue aujourd'hui beaucoup pour ses brasseries artisanales. C'est une ville ou une zone qui est réputée pour avoir une très bonne eau de bonne qualité. Et donc, il y a beaucoup de brasseurs qui se sont installés pour créer leur brasserie. Donc, c'est vrai que les gens qui sont de passage aiment bien visiter les brasseries. Évidemment, finissent par déguster des bières artisanales. Voilà, c'est aussi un des centres d'intérêt actuels de la région. D'accord. Et dans les alentours de la ville, qu'est-ce qu'il y a à découvrir ? Alors, il y a plein de choses à faire et à voir, autant du côté de la Cordillère des Andes, côté est, que sur le littoral, côté ouest de la ville. Déjà, ce qu'on peut faire quand on est à Valdivia à la journée, c'est d'opter pour une navigation sur les fleuves qui traversent la ville et d'aller jusqu'à leur estuaire, où se trouve notamment l'île Mancera, qui est une petite île avec un ancien fort espagnol, qui a une très jolie vue sur l'estuaire, les fleuves et aussi les forêts des environs. Et puis, il y a aussi le village de Corral, qui est un petit village où on doit se rendre aussi en bateau et où se trouve un autre fort espagnol. Ces excursions fluviales, elles font aussi le tour de la Isla Terra jusqu'à un sanctuaire de la nature qui s'appelle le sanctuaire Carlos Sanventer, où on peut avoir la chance d'observer un petit peu de faune, notamment des cygnes à cou noir qui sont un des animaux symboles de la région, mais aussi des hérons, des loutres de rivière, des martins pêcheurs, etc. Si on va plus vers la Cordillère des Andes, on trouve des jolis lacs, notamment le lac Ranco ou le lac Panguipulli, d'autres endroits où les Chiliens aiment bien aller en vacances d'été. Et puis, il y a aussi des parcs et des réserves, comme le parc Futangue ou la réserve biologique de Huilo Huilo, où on peut découvrir la flore locale, qu'on appelle la Selva Valdiviana, qui est une forêt un petit peu particulière, mais aussi des cascades et des termes naturels, où les gens aiment bien aller ça tout au long de l'année, par rapport au fait qu'il y a des volcans dans la région. Et si on s'attarde un peu plus sur la partie du littoral, il y a des plages et des villages de pêcheurs à visiter. On peut en profiter pour goûter les plats locaux qui sont à base de poissons, de fruits de mer, même de certaines algues. Je pense notamment au village de Niebla, qui se situe à peu près à une demi-heure, 40 minutes de Valdivia, et qui dispose d'une plage de sable, mais aussi d'un fort espagnol qu'on peut visiter, qui est probablement le mieux conservé. Et puis aussi, un endroit à ne pas louper, c'est la Feria Costumbrista, où on peut aller déguster la gastronomie locale, mais où parfois il y a aussi des animations culturelles folkloriques, comme des danses ou des représentations musicales. Et puis, il y a aussi des parcs et des réserves naturelles près de la côte. Je pense notamment à la réserve de Punta Culiñanco, qui permet de découvrir une multitude d'arbres natifs, notamment les olivillos, qui sont des très très grands arbres avec des toutes petites feuilles arrondies. Et tout ça dans un joli cadre, vraiment au bord de la mer, avec des vues, des miradors sur le littoral et sur les forêts des alentours. Et puis, il y a aussi le parc national Alerce Costero, qui, comme son nom l'indique, permet de découvrir aussi la forêt valdivienne et notamment l'Alerce, qui est le cyprès de Patagonie, et qui est devenu assez célèbre récemment parce que des scientifiques se sont rendus compte que c'est là qu'on trouve l'arbre le plus ancien du monde, qui est surnommé El Gran Abuelo et qui est un Alerce qui aurait plus de 5000 ans. Tu mentionnes la forêt valdivienne. Tu peux nous en dire un peu plus sur ses spécificités, les animaux, la flore qu'on peut y trouver ? Oui, alors la forêt valdivienne, c'est un écosystème qui est assez spécifique et qui se réfère notamment au type de végétation qu'on trouve dans cette région, qui va de ce qu'on appelle le sud du Chili, à partir de la ville de Chillán ou de Concepción, on va dire, jusqu'au nord de la Patagonie plus australe, où là, comme les climats sont plus extrêmes, on passe à un autre type de végétation qui est capable de s'adapter. Mais donc la forêt valdivienne, c'est une forêt qui est dense, qui mêle énormément d'espèces différentes d'arbres et d'arbustes, et qui ont tous en commun, ou la plupart, d'être sans paires virantes. Ça veut dire qu'ils sont verts toute l'année et qu'ils ne perdent pas leurs feuilles. Et donc, c'est une forêt où, quelle que soit la saison, on ne va pas être dans une forêt où les arbres ont perdu leurs feuilles.
Elle est dans une zone humide et plutôt pluvieuse, surtout en automne et en hiver. Et elle couvre toute la région de la cordillère des Andes jusqu'à la côte pacifique. Donc on y trouve une grande diversité d'essences. Je peux en nommer quelques-unes qui sont assez emblématiques, par exemple le coihue, la lenga, le canelo, la rayan, la lercé, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Et puis, si on regarde du côté de la cordillère et si on passe les 1000 mètres d'altitude environ, on trouve les araucarias, les fameuses araucarias qui sont un des arbres les plus emblématiques de cette région, que ce soit côté chilien ou côté argentin d'ailleurs. Et dans cette forêt donc dense et verte, on trouve énormément d'animaux, comme c'est assez sauvage, qui sont plus ou moins faciles à observer. Par exemple, du côté des oiseaux, on a le choucao, qui est un animal qui ressemblerait un petit peu à un rouge-gorge, qui a un chant très reconnaissable, mais aussi le colibri, la loïka, certaines espèces de hibou. Et du côté des mammifères, il y a quelques félins sauvages, notamment le puma et la gouinia, qui est un petit chat sauvage, vraiment de la taille d'un chat domestique, qui a des taches un petit peu comme un léopard. Mais aussi, il existe des exemplaires qui sont complètement noirs. Et puis, il y a le poudou, qui est le plus petit cervidé du monde. Il y a aussi quelques renards, il y a toutes sortes de rongeurs. Et puis, il y a le monito del monte, qui est un tout petit marsupial qui se nourrit des baies et des fruits de la forêt. D'accord, ça donne envie, hein. Et maintenant, si on parle plus concrètement d'organiser un voyage qui inclurait Valdivia et ses alentours, avec quelle autre région on pourrait la combiner ? Alors là, la réponse la plus logique, ce serait de l'inclure dans la découverte de ce qu'à Voyage Exception, on appelle la région des lacs et des volcans, qui regroupe en réalité les régions administratives de l'Araucanie, de la région des fleuves et la région des lacs. Et il y a énormément à faire et à découvrir dans cette région, surtout pour ceux qui aiment la nature, les randonnées, l'aventure, les beaux panoramas. On peut y passer facilement une semaine et ceux qui décident de s'y attarder davantage auront une multitude d'options pour prolonger leur séjour dans le secteur. Le séjour, ce sera à base de randonnées dans la forêt, mais aussi d'ascension de volcans si on choisit d'augmenter un petit peu la difficulté. Il y a aussi des belles cascades, des lacs à visiter. Il y a des petits villages très jolis, notamment au bord du lac Yanquihue dans la région des lacs. Enfin, il y a plein de choses à faire. Ok. Et quelle période de l'année tu recommanderais pour visiter la région de Valdivia ? Alors, comme pour tout le sud du Chili, c'est une zone qui est assez humide et plutôt pluvieuse en hiver. Donc, ma recommandation, ce serait de privilégier le printemps et l'été pour augmenter les chances d'avoir de belles journées ensoleillées et donc de s'y rendre entre le mois d'octobre et le mois de mars. Donc, à cette époque de l'année, les températures oscillent autour des 20 degrés environ, avec par contre toujours des nuits fraîches. Donc, il faut quand même amener de quoi se couvrir pour les soirées fraîches. Voilà. D'accord. Eh ben, l'interview touche à sa fin. Merci beaucoup Anaïs pour ton temps et toutes ces précieuses informations. Ça donne envie en tout cas de visiter la région et puis la ville de Valdivia. Merci à toi Marie-Lise, à bientôt. C'est le moment de conclure en culture cet épisode. Si vous souhaitez prolonger votre découverte du tango, voici quelques grands noms et classiques à écouter pour voyager en musique dans le Buenos Aires du XXe siècle. Difficile de parler de tango argentin sans évoquer Carlos Gardel, ce Toulousain émigré à Buenos Aires à l'âge de 2 ans, puis devenu la figure majeure du tango argentin. Parmi ses titres les plus écoutés, Por una cabeza, Volver, Adiós muchachos, Mi Buenos Aires ou encore Caminito. On peut également écouter Astor Piazzolla, autre chanteur emblématique du tango, avec des titres comme Sa Sinfonia Buenos Aires, Marrón y Azul ou encore Adiós Nonino. Parmi les autres noms du tango argentin, on peut citer Francisco Canaro, Osvaldo Pugliese, Adriana Varela, Susana Rinaldi, Cuarteto Cedrón, ou, dans un style plus moderne, Gotan Project, Tangueto et Bajo Fondo Tango Club. Vous pouvez retrouver un lien vers notre playlist en description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destination Amérique du Sud, le podcast produit par les agences Voyage Exception. Si nous vous avons donné le goût du voyage, n'hésitez pas à faire un tour sur nos sites internet, dont le lien se trouve en description. Il regorge d'informations sur ces destinations fascinantes. Pour nous soutenir et faire connaître le podcast à d'autres voyageurs, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Pour suivre nos aventures et nos actualités, 2 possibilités. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook grâce au lien en description et vous abonner à notre newsletter mensuelle depuis nos sites internet. Merci et à bientôt pour un prochain épisode d'aventure en Amérique du Sud.